La sociologie, on dit que c'est la science de la société. D'accord, mais dès le départ, elle a été construite avec une paire de lunettes bien particulière, celle de l'Europe. Alors, comment est-ce que cette vision du monde a modelé tout ce qu'on croyait savoir? C'est la grande question qu'on va creuser ensemble. Et voilà, on y est. C'est la question centrale de notre discussion. Quand les grands pionniers de la socio parlaient de la société, ils pensaient à quelle société au juste? Et surtout, comment est-ce que leur point de vue, qui était forcément local, a pu devenir une sorte de vérité universelle? C'est ça le vrai enjeu. Pour bien comprendre la sociologie, il faut vraiment retourner à sa naissance, parce qu'elle n'est pas sortie de nulle part, hein. Elle est le produit d'une époque de changements monumentaux, une triple révolution. D'abord celle des idées, avec les Lumières, puis politique, avec la Révolution française, et enfin économique, avec la Révolution industrielle. Mais il y a une quatrième pièce du puzzle qu'on a tendance à oublier, et elle est gigantesque. Tout ça se passe en pleine expansion coloniale. L'Europe domine le monde. Et forcément, cette domination va complètement imprégner le regard des premiers sociologues. Alors, concrètement, comment cet eurocentrisme s'est-il manifesté? On va voir la première grande idée, une idée assez vertigineuse, celle de voir les autres cultures comme un simple reflet de notre propre passé. À l'époque, l'idée qui cartonnait, c'était l'évolutionnisme social. Imaginez une sorte de grande échelle du progrès. On pensait que toutes les sociétés, sans exception, grimpaient sur cette échelle, passant de stades primitifs à des stades avancés. Et devinez qui était tout en haut de l'échelle, le modèle ultime? Bah oui, l'Europe industrielle, bien sûr. Et voilà comment ça se traduisait dans les faits. Pour décrire ce qu'il appelait les sociétés primitives, un sociologue comme Émile Durkheim, par exemple, n'a pas inventé une machine à remonter le temps. Non, non. Il a juste regardé les peuples que l'Europe était en train de coloniser. Les aborigènes d'Australie, par exemple. Du coup, des sociétés bien vivantes, avec leur propre histoire, leur propre complexité, se retrouvaient transformées en fossiles vivants, en reliques de ce que l'Europe aurait été des siècles auparavant. La hiérarchie était limpide. Eux, c'est ce que nous étions autrefois. Cette petite phrase, le passé dans le présent, elle résume absolument tout. Les cultures non européennes n'étaient pas vues comme des alternatives, comme d'autres manières d'être au monde. Non. Elles étaient juste figées, coincées dans une sorte de salle d'attente de l'histoire, jugées en retard. Donc, on a une hiérarchie dans le temps. Mais ça s'accompagne aussi d'une division radicale de l'espace. C'est notre deuxième pilier de l'eurocentrisme, l'orientalisme. Et ce qui est fou, c'est que cette idée a influencé même les penseurs les plus critiques de l'époque, comme Marx ou Weber. L'orientalisme. Attention, ce n'est pas juste l'étude de l'Orient, c'est bien plus profond. C'est une façon de voir le monde, de le découper en deux blocs étanches. D'un côté, nous, l'Occident, et de l'autre, eux, le reste. Et bien sûr, dans cette opposition, l'Occident s'attribue toujours le beau rôle, celui de la norme, du maître étalon qui sert à juger tout le reste. Et on voit ça très clairement à l'œuvre chez les plus grands. Pour expliquer une question cruciale, pourquoi le capitalisme est né en Europe et pas ailleurs, Marx et Weber ont tous les deux eu besoin d'un contre-exemple qui soit stagnant, immobile. Chez Marx, ça donne le fameux mode de production asiatique, qui serait incapable de changer. Chez Weber, ce sont les religions orientales, jugées trop sensuelles et manquant de la discipline nécessaire au travail, tout le contraire de son éthique protestante. Bref, l'Occident est le moteur de l'histoire, et le reste du monde attend. Cette citation de Hegel, qui a été une immense influence pour Marx, elle est brutale. Il faut la lire pour le croire. L'Afrique ne fait pas partie du monde historique. En gros, des continents entiers sont carrément rayés de la carte de l'histoire, déclarés immobiles, sans développement. C'est la conséquence ultime de cette vision du monde coupée en deux. Bon, on a vu le temps, on a vu l'espace, deux visions complètement biaisées. Mais il y a un troisième problème, et c'est peut-être le plus grand angle mort de la sociologie classique. C'est ce qu'on appelle la bifurcation, c'est-à-dire l'incapacité totale à voir que ces deux mondes, le colonisateur et le colonisé, n'étaient pas séparés du tout. Au contraire, ils étaient profondément liés. La bifurcation, c'est exactement ça. C'est comme si on traçait une ligne au milieu d'une carte et qu'on décidait d'étudier ce qui se passe d'un côté, en Europe, comme si l'autre côté n'existait pas. On analyse le développement européen comme s'il s'était fait tout seul, en vase clos, en faisant totalement abstraction des liens fondamentaux et souvent très violents avec les colonies. Et la conséquence de ça, elle est énorme. Parce que ça a donné naissance à des explications qu'on appelle internalistes, c'est-à-dire qu'on a expliqué l'essor de l'Europe, le capitalisme, la démocratie, la science, en regardant uniquement à l'intérieur de l'Europe, sa culture, sa religion, ses classes sociales. Et on a complètement passé sous silence le rôle du colonialisme, de l'esclavage, du pillage des ressources, qui ont en fait financé et rendu possible toute cette modernité. Prenons un exemple super concret, celui du café.
Le philosophe Jürgen Habermas a brillamment montré comment les cafés européens du XVIIIe siècle sont devenus des lieux essentiels pour la naissance du débat démocratique, de la sphère publique. C'est génial. Sauf qu'il a oublié de poser une question toute simple. Mais d'où il venait le café, le sucre, le tabac qu'on consommait dans ces lieux? Eh bien, il n'arrivait pas par magie. Il venait des colonies, produits par le travail forcé par des esclaves. Et là, on touche au paradoxe ultime. La culture de la liberté, qui fleurissait à Paris ou à Londres, reposait directement sur l'oppression la plus totale à des milliers de kilomètres. Les deux étaient les deux faces d'une même pièce. Ok, alors face à un héritage aussi lourd, aussi complexe, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout à la poubelle? Certainement pas. L'idée, c'est plutôt de repenser le savoir lui-même. Et c'est tout l'enjeu des critiques contemporaines de cet eurocentrisme. L'expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est décoloniser le savoir. Attention, le but n'est pas de dire que Marx ou Weber n'ont rien d'intéressant à dire. Loin de là. Le but, c'est de contester leur monopole. C'est de prendre conscience que ce qu'on nous a longtemps présenté comme le savoir universel est en réalité le produit d'une histoire très spécifique, celle de l'Europe. Et au cœur de cette démarche, on trouve des concepts comme les épistémologies du Sud. Le changement est à la fois simple et radical. On passe de la connaissance au singulier, avec une majuscule, à des savoirs au pluriel. L'idée, c'est de créer ce que certains appellent une écologie des savoirs, un monde où la pensée occidentale pourrait enfin dialoguer avec d'autres façons de connaître le monde, mais cette fois sur un pied d'égalité, sans les dominer. Et les principes de cette approche sont assez clairs. Premièrement, la compréhension du monde est beaucoup plus large que la seule compréhension occidentale. Deuxièmement, la diversité du monde est infinie et on ne pourra jamais la faire entrer dans une seule grande théorie. Et enfin, le point peut-être le plus important, il ne peut pas y avoir de justice sociale sans ce qu'on appelle la justice cognitive, c'est-à-dire reconnaître que tous les peuples ont le droit de produire leurs propres connaissances sur le monde, de se raconter eux-mêmes. Et ça change tout. Le changement de perspective est radical. Pendant des siècles, les peuples du Sud ont été des objets d'étude pour les scientifiques occidentaux. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'ils deviennent enfin des sujets de la connaissance. Il ne s'agit plus seulement d'étudier sur eux, mais d'apprendre avec eux et d'eux. On termine donc avec cette question, qui reste ouverte. Si les outils qu'on a hérités de la sociologie classique pour comprendre le monde sont incomplets, s'ils ont d'énormes angles morts, alors combien d'histoires, combien de réalités, combien de mondes possibles nous échappent encore aujourd'hui? Admettre les limites de notre savoir, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est la toute première étape pour commencer, enfin, à voir le monde dans toute sa richesse.